maintenant Déborah Seban, qui va venir nous rejoindre sur scène. Déborah, qui est psychiatre, qui est chef de pôle et qui dirige aujourd'hui le CCOMS, le Centre collaborateur de l'OMS. Alors, on a demandé à Déborah de nous partager sa vision et aussi l'expérience qu'elle peut constater en France et à l'étranger autour de la transversalité et sur le fait de mieux travailler ensemble. Merci, Déborah. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à tout le monde. Un grand merci à Santé Mentale France pour votre invitation et pour m'inviter à parler de ce sujet qui est plus que d'actualité. Alors effectivement, je suis psychiatre, je vais m'exprimer en tant que directrice du Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, et je me servirai également lors des retours de terrain de ma casquette de psychiatre en tant que chef de pôle d'un secteur de 6 communes de l'île Est, pour vous donner quelques retours de la façon dont on peut imaginer travailler en transversalité. Alors j'ai changé le titre de cette intervention, que j'ai nommée la transversalité en santé mentale, le diable est dans la cloison. L'expression n'est pas de moi, donc on est loin de la maison en effet, mais c'était l'expression reprise anciennement par un directeur général adjoint d'ARS. Je ne déclare aucun lien d'intérêt. Alors simplement pour vous préciser d'où je parle, je vous donne quelques mots sur le centre collaborateur de l'OMS. Alors le centre collaborateur est un centre qui est désigné par l'OMS. On existe en étant rattaché administrativement à l'hôpital public et comme un centre qui est désigné par l'OMS pour être l'équivalent d'une courroie de transmission ou d'un relais entre la politique internationale de santé mentale de l'OMS et le contexte national français. Alors il y a peu de centres collaborateurs dans le monde, un peu moins d'une cinquantaine, spécialisés dans le champ de la santé mentale, et on en a un qui est historiquement basé à Lille, qui a un peu voyagé entre Lille et Paris dans les années 80, mais qui est installé à Lille, qui trouve d'ailleurs sur Lille l'équivalent d'un laboratoire clinique, qui est le secteur que j'ai en responsabilité, et qui permet du coup de faire des allers-retours avec l'OMS pour à la fois les tenir au courant de ce qu'on arrive à pérenniser sur les principes clés de la politique de l'OMS, et à la fois qu'on puisse en recevoir les recommandations pour les faire appliquer en France. Je vous présente des valeurs, qui sont les valeurs du CCOMS avec lesquelles on travaille. Vous pouvez poser vos yeux sur ce qui est en gras pour vous aider à la lecture, mais simplement pour que vous compreniez en filigrane quelles sont les valeurs clés et les principes avec lesquels l'OMS travaille. Donc tout d'abord, l'implication de tout le monde pour faire de la santé mentale l'affaire de toutes et tous. Quand on énonçait ça il y a quelques années, c'était difficile. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui, beaucoup plus simple post-Covid également. Ensuite, l'affirmation des droits et de la pleine citoyenneté, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, qui, contrairement à ce que certains disent aujourd'hui, n'est pas encore derrière nous, je crois. La promotion des services de santé mentale intégrés dans la cité sur des territoires de proximité, qui est un sujet historique, on va dire, de l'Organisation mondiale de la santé. On va être amené à en reparler puisque c'est très, très en lien avec la notion de transversalité. La participation effective des personnes concernées, des proches aidants, à l'amélioration de la qualité des services de la recherche et de la formation. Et enfin, les deux dernières valeurs sont liées, la reconnaissance et la valorisation des savoirs expérientiels en santé mentale. Alors, le CCOMS de Lille est adossé à l'hôpital public. On aime bien le dire parce que ça dit quelque chose de la façon dont on travaille. On a un ancrage assez fort sur nos territoires d'une part, au national d'autre part, mais également avec les acteurs du sanitaire, plus largement du médico-social, mais qui nous permettent quand même de sonder de manière assez précise la façon dont les choses évoluent dans les institutions de santé. On est désigné tous les 4 ans par l'OMS sur la base d'un programme pluriannuel et on travaille avec un ensemble de partenaires et un groupement de coopération sanitaire qui se déploie petit à petit et qui recouvre maintenant un peu moins d'une trentaine d'établissements qui sont membres et qui regroupe un certain nombre de professionnels. Voilà le programme sur lequel on travaille. Donc vous allez retrouver globalement les valeurs de l'OMS et les fils rouges avec lesquels on est engagé auprès de l'OMS. Donc 4 termes de référence. La documentation des bonnes pratiques, le programme Quality Rights, qui est un programme d'évaluation du respect des droits, la promotion de la participation des personnes. Alors,
de la participation des personnes bénévoles jusqu'à la participation des personnes professionnalisées et notamment les médiateurs de santé pair. Et enfin, un quatrième terme de référence plus récent, que l'on va d'ailleurs bientôt quitter parce qu'il est maintenant dépassé, qui nous invitait à contribuer à la connaissance dans le champ de la santé mentale numérique. Donc ça, c'était pour présenter un peu l'endroit d'où je parle et puis pour vous dire aussi quelles sont les valeurs socles de l'OMS. Quand l'OMS parle de transversalité, elle questionne la transversalité à travers l'ensemble de ces valeurs-là. Pour commencer, je voulais simplement vous proposer quelques points d'éclairage théorique pour qu'on soit sûr de parler de la même chose quand on parle de transversalité. Et tout d'abord, vous proposer un point d'éclairage à travers les politiques publiques. Qu'est-ce que disent les politiques publiques? Quand on parle de transversalité, on a deux notions possibles qui peuvent se dégager. La notion d'intersectorialité, et je le développerai après rapidement, la notion de transsectorialité, qui sont des mots qui globalement veulent dire la même chose. Ça parle de transversalité et ça parle d'une action plus efficace. Donc, l'intersectorialité, c'est la nécessité de mieux articuler entre les domaines de l'action publique, et ce sera systématiquement la recherche d'une plus grande pertinence de l'action, d'une plus grande efficacité, qui est forcément liée à une question de reproblématisation, que l'on connaît bien dans le champ de la santé mentale. C'est-à-dire que si aujourd'hui on se pose la question de la raison pour laquelle il faut qu'on travaille en transversalité en santé mentale, c'est qu'on a identifié des trous dans la raquette. Et c'est ce que nous disent les politiques publiques, ceux qui travaillent sur les politiques publiques, c'est que si on en vient à penser une action publique de cette manière-là, c'est qu'on a identifié des problèmes qui étaient liés à l'approche sectorielle et en silo. Et effectivement, dans le champ de la santé mentale, on se rend bien compte qu'à travers l'évolution de la façon dont on conçoit la santé mentale aujourd'hui, on est au-delà du champ sanitaire, donc on questionne l'interconnexion entre l'ensemble des champs qui viennent façonner la santé mentale des populations. Et c'est pour ça qu'on questionne la notion de transversalité aujourd'hui. Et donc, c'est associé à la notion de décloisonnement, et vous trouverez toute une sorte d'outils qualifiés de transversal, d'intersectoriel, d'intégré, interministériel, partenarial, etc. Tout ça découle de ce que l'action publique peut être définie comme intersectorielle. L'autre façon de faire, qui est décrite, mais qui va toujours chercher une action plus efficace et plus pertinente, c'est la notion de transsectorialité, que vous devez également bien connaître sur vos terrains respectifs. Donc c'est la notion de promouvoir l'enjeu de transversalité, mais intégré dans les domaines d'action publique. Donc on parle cette fois-ci d'approche intégrée. Et donc ça va correspondre sur le terrain à tout ce qui est création de postes de coordination, donc un chargé de mission, structuration de la participation, un chargé de mission international, tout ce qui va venir intégrer dans un secteur, la possibilité de travailler en coordination avec l'autre. Qu'il s'agisse d'intersectorialité ou qu'il s'agisse de transsectorialité, on est toujours sur la remise en question de la structuration qui est tout à fait historique en silo, sachant que je rappelle que historiquement, la notion de silo a bien été appelée à l'époque, et c'est repris encore dans certains contextes de travail, l'idée que les contenus ne doivent pas se mélanger et doivent se protéger chacun. Et c'est bien ça qu'on essaie de faire quand on casse la dynamique de silo, c'est qu'on vient lutter activement contre le fait que les contenus ne se mélangent pas et se conservent chacun. Et ça dit pourquoi le travail en transversalité est extrêmement compliqué. Il y a une autre notion qui est intéressante sous l'éclairage des politiques publiques, c'est que ça vient répondre souvent à des conjonctures de crise. C'est parce qu'on se rend compte qu'on est ancré sur notre capacité à comprendre l'interconnexion des enjeux complexes qu'on a besoin de déployer la question de la transversalité. Ensuite, je vous propose un éclairage de la compréhension de la transversalité par la santé publique. Alors, la santé publique, quand on lit un peu leurs écrits, ils nous disent que la transversalité, c'est quelque chose d'extrêmement ancien pour eux, qui est indissociable du champ de la santé publique. Donc on commence à boucler, c'est-à-dire que si on dit qu'on a besoin de transversalité en santé mentale, alors on conçoit de fait la santé mentale sous l'angle de la santé publique. Ça renvoie à une logique d'analyse et à un principe d'action. Donc l'idée, c'est toujours d'agir plus efficacement, cette notion de couper au travers, d'aller plus vite. On est censé être plus flexible, plus réactif et répondre de manière plus sensée. La santé publique nous dit aussi que la transversalité est un outil pour la maîtrise des enjeux qui sont complexes. Je pense qu'on peut également le comprendre dans le champ de la santé mentale. Et il y a d'autres notions qui sont également intéressantes, c'est que si on parle de transversalité, la santé publique nous dit qu'il s'agit forcément d'une approche participative. Donc c'est quelque chose qui est quand même à intégrer. Donc c'est promu par la santé communautaire. On sait combien la participation des personnes concernées et la participation des personnes concernées par les actions que l'on déploie pour eux est essentielle. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé rajouter à la transversalité. Sous le prisme de la santé publique, c'est intégré dans la notion de transversalité. Et il y a un autre élément qui est assez intéressant et qui peut nous éclairer dans le champ de la santé mentale,
c'est le fait que la santé publique conçoit la transversalité comme un mode renouvelé d'intervention, alors en contexte de crise du point de vue des politiques publiques, ou alors dans des contextes de transformation extrêmement importants dans les champs dans lesquels la transversalité s'applique. Je pense que dans le champ de la santé mentale, on est également largement concerné par tout ça. Autre élément très important qui est amené si on pense la transversalité sous cet angle-là, c'est la préoccupation du fait que la santé soit déclinée dans toutes les politiques. Donc quand on dit la santé mentale dans toutes les politiques, quand on parle de santé mentale publique, vous en avez entendu parler hier, on continue de parler de ce qui est amené intrinsèquement par la santé publique à travers cette notion-là. Et la santé publique va encore un peu plus loin, c'est pour ça que je suis convaincue que c'est extrêmement intéressant de parler de la santé mentale sous l'angle de la santé publique et que le rapprochement est absolument essentiel, même s'il paraît cohérent, il est assez peu traité comme ça, et j'en reparlerai à la fin sur les annonces ministérielles qui ont été faites récemment. C'est essentiel parce que la santé publique porte en elle-même, à travers cette notion-là, des objectifs à sa mise en œuvre, qui sont 3 objectifs principaux, il y en a plusieurs, mais j'ai relevé les 3 prioritaires. La lutte contre les inégalités sociales de santé, le fait de pouvoir préserver les droits des personnes, et enfin le fait de venir renforcer la démocratie en santé. Donc globalement, c'est assez économique, si j'ose dire, pour penser efficacement la santé mentale et la façon dont on doit travailler ensemble. Si on le pense sous l'angle de la santé publique, on avale de fait toute une série de prérequis qui sont en réalité, qui devraient être acquis dans ce champ-là. Du coup, j'en viens au fait que la transversalité est un enjeu pour la santé mentale et la psychiatrie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on a un constat qui est extrêmement péjoratif, dont on a également entendu parler hier, c'est qu'on a un décalage énorme entre notre capacité d'innover et le résultat que l'on peut observer sur les indicateurs de santé mentale. C'est un énorme problème. Alors, je le vois très bien en région Hauts-de-France, mais je pense que dans les autres régions, c'est globalement la même chose, et donc plus globalement au national. C'est vrai qu'on a une région un peu particulière, ça a été rappelé par l'ARS Hauts-de-France hier. On a une région qui est à la fois le vivier de beaucoup d'innovations en matière de lutte contre la prévention, d'action de lutte pour la prévention du suicide. On a 3-4 dispositifs qui se sont déployés sur les 5-10 dernières années, et pour autant, on a des indicateurs qui ne bougent pas. On a des facteurs socio-économiques extrêmement péjoratifs pour les populations. Malgré les innovations dans le champ du sanitaire, les indicateurs ne bougent pas. Et donc, il y a forcément un problème. Donc, j'en reviens à la notion de transversalité comme enjeu de la santé mentale pour essayer d'identifier des leviers d'action pour aboutir à une action plus pertinente et plus efficace. Ensuite, on est également dans un contexte de transformation progressive des politiques publiques. Alors, à plusieurs niveaux, c'est vrai que là, on ne découvre pas l'impact des déterminants sociaux de santé mentale, bien sûr, mais par contre, je trouve qu'on y accède davantage. On a plus de chiffres qui sortent. Vous vous êtes également entendu dire hier le faible poids de la qualité du système de soins pour un individu dans l'émergence de ces troubles psychiques, mais l'immense poids des déterminants socio-économiques. Ça devrait être directement intégré dans la déclinaison des politiques publiques, mais je trouve quand même que c'est en train de bouger. Donc on a à la fois un constat péjoratif, on est également nous-mêmes dans un contexte de transformation progressive des politiques publiques, et enfin on a d'autres sujets qui sont éminemment liés au contexte de la santé mentale et de la psychiatrie, et bien des cultures professionnelles extrêmement différentes, très hétérogènes, une illisibilité des dispositifs, des réponses tardives, des ruptures de parcours, des réponses qui sont inadaptées, qui sont incohérentes, et une absence de continuum majeur entre les institutions et les dispositifs, qui génèrent des fractures de parcours et des retards à la prise en soins et à l'accompagnement qui sont tout à fait majeurs. Sur le terrain, il y a des choses qui sont très paradoxales. Certains se sentent vivre la transversalité comme une injonction à la coordination, mais qui arrive sans moyens supplémentaires. La faible disponibilité des professionnels, puisqu'on est en contexte de tension RH assez important. Des postures d'évitement de certains acteurs. Quand je parle de transversalité ou d'exemples que l'on peut connaître, alors notamment dans la région Hauts-de-France, parce que je parle de ce que je vois de plus près, on me dit souvent que c'est impossible de travailler avec. Il y a effectivement des postures d'évitement et d'hostilité entre les acteurs, et on va voir pourquoi. Ensuite, il y a des systèmes de hiérarchie informelle des secteurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée que le sanitaire prenne le pas sur le reste. Donc ça se voit dans les réunions de travail, donc à quel moment je lutte, quel espace de dialogue, quelle interface je mets en place pour arriver à lutter contre la hiérarchie informelle des secteurs.
Et puis il y a quelque chose qui n'est pas décrit par la santé publique, mais qui est décrit par la sociologie, c'est la notion de territoire de juridiction des organisations. C'est l'idée de dire c'est mon territoire, ça c'est à moi de le faire. L'autre, c'est à toi de le faire, et du coup, c'est pas à moi. Et donc ça génère bien évidemment des fractures perpétuelles sur la façon de concevoir les choses ensemble. Ça, c'était pour l'apport un peu théorique, pour qu'on se donne quelques éclairages de ces 3 points de vue-là, et qui du coup nous amènent à penser assez simplement qu'effectivement la transversalité est un enjeu majeur pour la santé mentale et la psychiatrie. Ensuite, je voulais vous donner quelques repères du point de vue de l'OMS et du point de vue de l'international pour savoir où est-ce que se situe cette approche de l'intersectorialité. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très franco-français? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui est partagé? Bon, ben, vous vous en doutez, on est sur quelque chose d'extrêmement partagé au niveau international. L'OMS appelle à une approche intersectorielle depuis extrêmement longtemps. Ça fait depuis un demi-siècle, 50 ans bientôt, depuis les premières déclarations, que l'OMS pose les principes fondamentaux de la façon dont elle veut travailler et dont elle invite les pays à travailler dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Ce sont les 6 que vous voyez là. Je ne vais pas revenir dessus, on n'a pas le temps. Mais je voulais insister sur le fait que l'approche intersectorielle fait partie des principes fondateurs depuis 1950, au moins. Donc j'ai un demi-siècle, voire plus. Que nous dit l'OMS? Je reprojette cette pyramide qui est assez importante, qui est assez fondatrice, qui a été écrite par l'OMS et l'Association mondiale des médecins généralistes. Elle décrit une organisation optimale des soins et de l'accompagnement. Je vous aide pour la lecture. En bas, globalement, l'OMS décrit ce qu'on appelle le self-care. C'est tout ce qui va permettre, dans la communauté de la personne, sur son territoire, dans son bassin de vie, de bien vivre. Donc ça va être les efforts organisés de la société. C'est ça que décrit la santé mentale publique. C'est que ça commence à cet endroit-là. On devrait penser des politiques structurantes de santé mentale en transversalité, puisque l'OMS nous dit bien qu'on ne peut pas travailler l'étage 0 si on ne travaille pas à l'étage supérieur. Donc on devrait travailler à bas coût, avec des organisations extrêmement maillées, extrêmement proches des territoires, où les acteurs locaux se parlent et travaillent de manière très intersectorielle. Et à mesure que l'on monte dans la pyramide, c'est d'autant plus coûteux et les soins sont d'autant plus spécialisés. Ce que nous dit l'OMS, c'est qu'on a la pyramide à l'envers. On a la pyramide sur la pointe. C'est-à-dire qu'au lieu d'entrer dans le système de soins par la base, le self-care, et un repérage très très progressif et une intensification graduelle de l'accompagnement, eh bien, on rentre en France dans les systèmes par la pointe, donc par les systèmes extrêmement spécialisés, c'est-à-dire l'hôpital. C'est parce qu'on n'agit pas en intersectorialité, qu'on n'agit pas sur les déterminants sociaux de santé, que les situations se détériorent, qu'elles sont de plus en plus sévères, que du coup les gens passent aux urgences, arrivent à l'hôpital, et ensuite on redécline éventuellement des accompagnements ambulatoires, etc., etc. Si on arrive à travailler en transversalité, la logique voudrait qu'on arrive à remettre la pyramide sur sa base. L'OMS est allé encore un peu plus loin et a décrit un autre modèle. Il parle maintenant du modèle de réseau. Donc ils éclatent encore plus cette notion de transversalité, parce que la pyramide en réalité est assez contenant, on a l'impression qu'on est au même endroit. Mais le dernier modèle qu'ils ont proposé, ça date de 2022, c'est quelque chose de complètement éclaté, où on devrait être capable de travailler ensemble partout, tout le temps. Donc ils poussent déjà la notion de santé mentale dans toutes les politiques. Ils poussent également l'intersectorialité dans les services de psychiatrie avec l'ensemble des partenaires du social, du médico-social, du logement. Ils parlent également de pair aidance parce qu'ils parlent de transversalité des savoirs, et j'en reviendrai. Et enfin, ils parlent également de la santé mentale dans les soins généraux, donc tout ce qui va faire qu'on parle de santé mentale dans tous les espaces, même auprès de ceux qui ne sont pas directement formés aux enjeux de santé mentale et de psychiatrie. Donc c'est un modèle qui est encore un peu plus abouti, et il le présente comme le modèle évolué, on va dire, de la pyramide écrite par l'Association mondiale des médecins généralistes et de l'OMS il y a quelques années déjà. Ça, c'était pour vous dire que c'est quelque chose qui est assez ancien. L'OMS ne l'a pas toujours écrit dans tous ses rapports, mais là, je vous le dis, alors, bon, ça reste entre nous puisque c'est dit ici. Lundi et mardi prochain se tiendra un événement qui est assez important, que l'OMS a placé à un haut niveau politique, comme ils disent, parce qu'ils invitent 34 pays avec l'ensemble des ministres, de leurs représentants, etc., où ils vont faire une déclaration à l'issue de cette conférence, la déclaration de Paris. Dans l'intervalle, on travaille sur un document qui va aider un peu à la façon dont on va restituer cet événement-là. Le point sur lequel l'OMS va mettre l'accent lundi et mardi prochain, c'est la notion d'intersectorialité. Ils reparlent de la santé mentale dans toutes les politiques
relever les défis et concevoir les solutions partagées. On a un document qui ressemble à ça, mais je voulais surtout mettre l'accent sur le fait qu'ils ont fait un zoom sur l'appel à un engagement intersectoriel. Donc ils se rendent bien compte que c'est quelque chose sur lequel on est extrêmement en difficulté et à l'échelle internationale. Pourtant, ils le disent en 50, ils le redisent dans des déclarations en 80, ils le redisent dans la pyramide, ils refont un modèle de réseau en 2022, et ils décident quand même de faire le focus, là, sur la déclaration de Paris, sur l'engagement intersectoriel. Et ils essayent de donner des moyens pour y arriver. Une délimitation claire des rôles de chaque secteur dans la promotion de la santé mentale, des mécanismes plus solides pour le partage des responsabilités et le renforcement des capacités pour la collaboration intersectorielle. Simplement pour vous dire que non seulement c'est très ancien, mais ça continue d'être extrêmement d'actualité à une échelle vraiment partagée sur le plan international. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est juste pour qu'on arrive quand même à se situer. Il y a des choses qui sont très françaises et puis il y a des choses qui sont tout à fait partagées. Qu'est-ce que ça dit, cette notion d'intersectorialité et de transversalité? Je voulais juste vous interpeller, et je sais que Jean-François va prendre la suite ensuite sur la déclinaison de ce modèle-là, sur le fait de penser la transversalité à tous les étages. Donc on parle de transversalité multiniveau, qu'on pourrait essayer de représenter comme ça. Si on parle de transversalité institutionnelle, il faut qu'on le pense à un niveau national, à un niveau régional et à un niveau local. Il y a eu beaucoup de déclinaisons de dispositifs qui sont parfois très difficiles à articuler, mais il y a aussi des dispositifs qui nous aident à penser les liens qu'il y a entre ces niveaux. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un outil. Alors, est-ce que ce sera l'interministérialité? Est-ce que c'est un secrétariat d'État? Est-ce que c'est une délégation interministérielle, une feuille de route interministérielle? C'est de ça dont on parle. Quel est le niveau de transversalité que l'on va se donner au niveau national, qui communiquera au régional pour lequel on a des outils qui sont assez efficients, qui sont arrivés dans leur deuxième mouture, qui sont évalués, Jean-François en parlera, avec les PTSM, et la territorialisation des politiques publiques, qui lui-même communique avec le niveau local, pour lequel il faut créer des espaces de concertation, des espaces de dialogue et d'échange, et je reviendrai là-dessus, je déploierai ce que sont les conseils locaux de santé mentale, et ça doit remonter au régional et au national. Et c'est ça une santé mentale publique, c'est comment on se donne les moyens de travailler en transversalité à tous les niveaux, et comment on fait en sorte que non seulement on puisse échanger dans chacun de ces niveaux, et comment on fait en sorte de structurer la politique publique de telle sorte à ce que les niveaux communiquent entre eux. Donc je vais appuyer la notion de transversalité à un niveau local, et je vais vous présenter les conseils locaux de santé mentale, dont je pense beaucoup d'entre vous ont entendu parler. Mais il y a eu une actualité assez importante sur cet aspect-là, et comme on a articulé notre propos avec Jean-François et qu'il fait les PTSM, du coup je fais les CLSM. Alors pourquoi je vous parle des CLSM? Parce que le centre collaborateur de l'OMS porte le Centre national de ressources et d'appui aux conseils locaux de santé mentale, donc c'est une entité du CCOMS. On travaille avec l'ADGS et l'ANCT, qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On a 3 missions au Centre national de ressources: l'appui au développement et au fonctionnement des CLSM, l'animation du réseau national et la valorisation de la démarche et des actions qui sont portées par les CLSM. On a aussi tout un travail d'échange, de fiches actions qui permettent de mettre en lien les activités des uns et des autres pour qu'il y ait l'équivalent d'un cercle vertueux entre deux CLSM qui se passeraient sur deux territoires très différents. Qu'est-ce qu'un conseil local de santé mentale? C'est un outil de concertation et de coordination autour de la santé mentale d'un territoire, avec des acteurs clés qui mettent au minimum autour de la table les personnes concernées elles-mêmes, leurs proches aidants, les élus, la psychiatrie publique et plein d'autres acteurs. Ce peut être les acteurs du social, du médico-social, ça peut être la police municipale, ça peut être les bailleurs, ça peut être les gardiens d'immeubles, ça peut être toute personne qui va penser qu'elle a sa place pour participer à un dialogue, à une concertation sur une politique locale. Et c'est extrêmement efficace, ça marche très très bien. Alors il y a eu un effort politique assez important qui a été fait récemment, puisque les CLSM ont été relevés comme un outil de concertation locale et de recueil des besoins, en tout cas de réponse aux besoins des habitants et des citoyens sur un territoire qui a été relevé. Et ces grandes missions et ces grands objectifs ont été soulignés, à savoir la lutte contre la stigmatisation, la promotion de la santé mentale, la prévention des troubles psychiques, l'insertion sociale, l'autonomie, la pleine citoyenneté. Vous reconnaîtrez l'ensemble des sujets pour lesquels, si on ne travaille pas en transversalité, on n'y arrivera pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cet espace de démocratie sanitaire et de concertation avec l'ensemble des acteurs qui peuvent porter
une politique locale. Il y a quelque chose qui est très très important, et je le redirai après, c'est une priorité qui est donnée, c'est le fait que ça se fasse en cohérence avec les parcours de vie des personnes. Donc l'idée, ce n'est pas d'arriver avec sa structure institutionnelle, mais l'idée, c'est d'arriver pour dialoguer autour de la cohérence des parcours et d'avoir un changement de logique sur le fait qu'on s'adresse maintenant au parcours de vie des personnes, à la façon dont ils peuvent soutenir leur établissement, et pas moi, avec la contrainte de mon institution. Et il est là le travail qui est à fournir. Le CLSM est un bon outil pour s'y exercer. Comment ça fonctionne et pourquoi ça marche? C'est parce qu'il y a 3 niveaux. Alors, on pourrait appeler ça du travail transversal, peu importe, mais en tout cas, ça crée des espaces de dialogue et d'échange et ça crée des espaces de concertation. Il y a des groupes de travail, donc peu importe les espaces que vous lisez, puis en plus, il y a beaucoup d'acronymes, mais groupes de travail logement, santé mentale des adolescents, le travail, la gestion des situations complexes, l'emploi, les loisirs. Donc, qu'est-ce que les élus vont mettre aussi en place sur leur territoire? Sur quels facteurs socio-économiques, sur quels déterminants sociaux de santé mentale vont-ils agir pour s'assurer de travailler en base de pyramide avec l'ensemble des acteurs? Et ensuite, il y a un comité de pilotage et une assemblée plénière. L'idée, c'est qu'à chaque fois, on puisse non seulement travailler et rendre compte en restitution de ce qui a été travaillé en groupe de travail à tous les niveaux. Ce que l'on aime bien avec les CLSM, c'est qu'on arrive à travailler à tous les niveaux de la pyramide, c'est ce que je vous disais. C'est qu'on ne s'exempte pas de la base, surtout pas, mais qu'à mesure de situations un peu complexes, si la psychiatrie veut faire part de ses difficultés avec travailler avec le médico-social, si elle veut faire part du fait qu'elle n'a pas de logement d'aval, si elle veut faire part du fait qu'il y a une stigmatisation qui est extrêmement importante, si elle veut faire part du fait que les hospitalisations sont sous contrainte, les phénomènes de porte tournante, tout ça peut se discuter dans une instance comme le CLSM. Et donc on peut agir de manière assez intuitive à tous les niveaux de la pyramide. Pourquoi je parle des CLSM aussi? Non seulement pour vous redire ce que c'est, aussi parce qu'on croit très fort en cet outil, et aussi parce qu'on a travaillé sur la base d'une instruction qui datait de 2016, qui a été réactualisée aujourd'hui à travers une instruction qui est parue il y a très très peu de temps, et qui réaffirme un soutien politique assez fort pour le déploiement des conseils locaux de santé mentale, et qui du coup nous donne un certain espoir sur la possibilité de concevoir cette santé mentale de manière très transversale, décloisonnée, participative, territoriale. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans la façon dont l'instruction a été menée, c'est la façon dont on essaye d'agir sur les 3 niveaux de transversalité institutionnelle que je vous présentais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'à la fois on travaille à un niveau local pour essayer de définir ce que c'est, mais il y a eu un appel aux ARS, c'est-à-dire à un niveau régional, pour venir structurer et mettre en concertation et en échange les PTSM et les CLSM, l'ensemble devant être normalement soutenu et appuyé par une politique nationale. Alors dans l'idéal, le dégagement de financement, mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'une instruction ministérielle, alors même si elle pourrait aller encore un peu plus loin, et certains même évoquent des projets de loi, c'est que non seulement on pense à un outil de concertation en local, mais qu'on essaie quand même d'anticiper la façon dont le local va être en connexion avec le régional et le national. Et ça, c'est majeur. Si on pensait à un outil local et qu'on savait qu'il n'y avait absolument aucune porosité entre ce qui se décide au national et au local, ça ne marcherait pas. Et donc, il faut absolument les deux. On a publié un guide de recommandations qui refait un état des lieux complet. C'est un très gros travail qui a été mené par le Centre national de ressources et d'appui au CLSM, qui a été publié le 19 mai dernier. Vous avez le QR code si vous voulez avoir le téléchargement, mais vous l'avez également en ligne sur le site du Centre national de ressources et d'appui au CLSM, qui refait un état un peu complet de la façon dont on peut travailler dans les CLSM. Quel que soit l'endroit où vous travaillez, je pense que vous pouvez vous en inspirer sur la façon dont on pense l'intersectorialité dans ces espaces de concertation-là, mais je pense que c'est réplicable à d'autres endroits. Pour répondre à la question, parce qu'on a échangé un peu avec Jean-François juste avant, le guide, c'est un guide qui a été travaillé, porté par le Centre national de ressources et d'appui, en concertation avec la DGS. C'est aussi pour ça qu'il est articulé. Il a été ensuite relayé aux ARS, donc vous voyez l'articulation qui s'est faite, mais on a quand même eu la possibilité de dire exactement ce qu'on voulait dire dans le guide. Et ça a fait l'objet de groupes de travail, d'un groupe de relecture avec l'ensemble des acteurs qui sont à destination de la lecture et de l'utilisation de ce guide de recommandation. Il y a pléthore de documentations qui sont sorties sur les conseils locaux de santé mentale. Je vous invite à les lire et en prendre connaissance si vous le souhaitez sur le site du Centre national.
Du coup, je voulais me servir, en tout cas partager avec vous ce qu'on comprend, en tout cas ce qu'on arrive à dégager de ce que pourraient être des éléments un peu forts, des éléments, des leviers, ou en tout cas ce qui pourrait faire l'efficacité d'une transversalité en santé mentale et en psychiatrie. Il y a des conditions de réussite à mettre en place très clairement, et je crois, de mon point de vue, l'élément le plus important, c'est le changement de logique. Pas le changement de structure, mais le changement de posture. Et je pense que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut passer d'une logique centrée sur les cultures institutionnelles, ce qui vient mettre des cloisons extrêmement épaisses quand on essaie de discuter de deux endroits différents, pour passer à une logique centrée sur les parcours des individus, et les parcours de rétablissement, et les parcours de vie des personnes. Ça engage plusieurs choses. Premièrement, le fait de se dire que la transversalité ne se décrète pas. Je n'arrive pas dans les droits en disant voilà, on va travailler en transversalité, c'est impossible. C'est des postures proactives, ce sont des dynamiques qui s'installent. Ça nécessite de créer des espaces communs de décision et de coopération. Ça nécessite une temporalité longue. Alors je sais que c'est très compliqué, mais je pense que c'est un temps long qui est pris pour en gagner. C'est toujours pareil, c'est jamais visible à l'œil nu. Mais si on regarde à 5 ans, à 10 ans, je suis convaincue de ce type de modèle. La littérature le dit, ceux qui créent ces espaces de concertation et d'échange et qui travaillent en transversalité le disent. À un moment donné, ça se débloque. Mais ça demande une acculturation des postures de chacun. Il faut garder un caractère souple et flexible, à l'inverse de ce que peuvent parfois proposer les institutions. Ce qui marche, en fait, la levée des hiérarchies informelles entre secteurs, je l'ai mise, mais je trouve que c'est à la fois ce à quoi il faut prêter attention et à la fois ce qui se lève dans les espaces de concertation et d'interface. C'est-à-dire que plus on échange, plus l'interconnaissance se déploie et plus les hiérarchies informelles se lèvent. Ensuite, j'insiste sur le fait que la notion de transversalité, c'est pas seulement faire ensemble. Je crois que c'est bien plus que ça et c'est pour ça que c'est compliqué. Si c'était faire ensemble, on pourrait globalement le faire. Mais le sujet est plus compliqué que ça. Il s'agit d'une hybridation des compétences. J'en suis convaincue, mais ça, c'est quelque chose qui est aussi explicité par la santé publique, qui parle bien de mutualisation des compétences, d'hybridation des compétences. À quel moment je reconnais le rôle de l'autre et à quel moment je pense que la compétence mutualisée va rendre une action plus efficace. Donc on parle de culture partagée, on parle d'interconnaissance, on parle de changement de posture et d'habitude professionnelle. Ça, c'est... On anime un diplôme interuniversitaire sur santé mentale communautaire où on parlait des conseils locaux de santé mentale. Combien de collègues apprenants ont évoqué ce changement d'habitude professionnelle? Ils disent mais on n'a jamais travaillé comme ça va prendre du temps. Donc on sait que c'est aussi une entrave très forte à la notion de transversalité, d'intersectorialité. Cependant, je pense que du coup, c'est un des leviers probablement les plus puissants. Et quand on parle de transversalité, on a parlé de transversalité institutionnelle, on a parlé de transversalité professionnelle, dans l'idée de pouvoir bien comprendre le rôle de l'autre, de bien délimiter le rôle des acteurs et le rôle de chacun. Et on parle bien évidemment de transversalité des savoirs. Si on prend la notion de transversalité sous l'angle de la santé publique, comme la transversalité intègre de fait la notion de démarche participative, alors on ne peut pas faire sans les personnes concernées. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Donc on sait que même la participation des personnes concernées dans les CLSM, on en fait un travail et une focale extrêmement importante au CCOMS parce qu'on sait que c'est compliqué, mais on ne peut pas faire sans, c'est impossible. Sinon, on retombe sur une logique de culture institutionnelle. Donc c'est vraiment extrêmement important de reconnaître les savoirs expérientiels et de l'intégrer comme un fondement clé, un postulat, sans lequel on ne peut pas travailler de transversalité. On tend vers la transversalité, l'intersectorialité, mais sous le prisme de la santé publique, c'est largement incomplet. Et donc, quel que soit le terme utilisé, donc vous avez compris, transversalité, intersectorialité, transsectorialité, engagement partenarial, collaboratif, partagé, etc. Globalement, on a des leviers et on a des freins. Les leviers sont toujours les mêmes. Il faut définir des objectifs conjoints clairs. Donc, quand on travaille en concertation, quel objectif je vise? Qu'est-ce que je fais là en tant que bailleur, en tant qu'acteur du médico-social, en tant que social, en tant que psychiatrie publique, en tant qu'élu? Qu'est-ce que j'apporte? Quel est mon champ de compétences? À quel moment je le croise et je le mutualise, je l'hybride avec celui qui est autour de la table? Donc ça, c'est l'identification des rôles. Ensuite, il y a un contexte favorable. Mais là, bien évidemment qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de pensée magique à avoir, il n'y a pas... Ça dépend de la qualité des relations interpersonnelles sur les territoires. Vous savez bien que plus vous vous entendez avec vos partenaires et plus vous pouvez déformer le cadre, travailler en souplesse et en réactivité. Bon, c'est une question de confiance, de respect mutuel des rôles et des compétences professionnelles de chacun. Et ensuite, l'idée, c'est de placer les partenaires en capacité de passer à l'action. C'est ça que je vous disais, je pense que la transversalité ne se décrète pas. Il faut s'en donner les moyens.
quelles ressources je mets à disposition, quelles compétences je déploie, quelles connaissances je déploie, comment je me forme. Je me demande dans quelle mesure aussi, dans les formations initiales, on pourrait déjà s'entraîner à ce que c'est que la démarche collaborative. Pour parler de ce que je connais, dans le champ du sanitaire et des études médicales, c'est quelque chose qui ne nous est pas enseigné. Non seulement on ne nous enseigne pas les organisations, mais on ne nous enseigne jamais la façon dont on peut travailler en partenariat avec nos collègues. Et les freins, du coup, qui sont notés là, mais effectivement, c'est fini. Parce que moi, il me reste 5 minutes sur le... Mais j'ai bientôt fini. La multiplicité des acteurs, et ensuite décliner à l'échelle de chacun les tutelles, les organisations et l'individu. Eh bien, vous savez qu'on a des rapports de pouvoir, la défense du périmètre de ces actions et la méconnaissance des logiques d'action de l'autre. Et c'est pour ça que je parle d'interprofessionnalité et de la connaissance des rôles respectifs. Et j'ai fini, effectivement, Philippe, sur les perspectives, parce que vous me direz très bien, et donc, est-ce qu'on va y arriver ou pas? Alors là, je laisserai chacun réagir, mais je termine là-dessus, c'est ma dernière slide. Avant-hier est sorti le plan santé mentale et psychiatrie. Vous savez que c'est tenu un comité stratégique à la délégation santé mentale et psychiatrie qui fait état de ce vers quoi on va. J'ai remis l'édito du ministre de la Santé juste à côté. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Et après, du coup, je vous laisserai... C'est compliqué, en plus le temps est court. Du coup, je vous laisserai à l'analyse critique du document. Et je vous remercie.